Comme beaucoup de choses dans la vie, les armes obtiennent souvent un statut qui est loin de leur capacité réelle. Ces armes, bien que dans la plupart des cas elles ne soient pas mauvaises, les gens ont tendance à les glorifier, en surestimant leur capacité réelle, souvent à cause du marketing ou surtout à cause des films et des médias de divertissement. J'ai 5 exemples de cela aujourd'hui. La mitrailleuse MG42 était fantastique. C'était elle qui a perfectionné l'excellent design de la MG34, la rendant plus simple et moins chère à produire. Cette mitrailleuse est mythique. Nous avons tous vu des films où souvent une seule de ces armes était capable d'arrêter l'avancée de pelotons entiers. Cependant, cette arme est définitivement surestimée et notre point de vue sur elle est biaisé par les histoires des combattants qui ont affronté ces armes, des histoires qui semblent être un peu exagérées, et c'est sur ces récits que se base la majorité des films et des jeux vidéo que nous avons vus ou joués. Celle-ci, comme tout le monde le sait, avait la cadence de tir la plus élevée de toutes les mitrailleuses à un seul canon de la Seconde Guerre mondiale, certaines versions atteignant 1800 coups par minute. Avec une telle cadence, vous vous demandez sûrement comment le canon des MG42 pouvait résister à un tel traitement, un tel châtiment, car en réalité, il ne le faisait pas. La grande cadence de tir de la MG42 rendait le feu soutenu impossible, car les canons s'usaient très rapidement, bien que les canons étaient rapidement remplacés. Par l'équipe qui opérait la mitrailleuse, cela laissait une fenêtre de plusieurs secondes, où les soldats ennemis pouvaient flanquer la mitrailleuse ou simplement charger sur elle pour retarder le changement de canon. Les soldats allemands tiraient la mitrailleuse en rafale courte, ce qui était évidemment désavantageux. Cela aussi dans le but d'économiser des munitions, car la 42 MG consommait beaucoup plus de munitions que ses homologues alliés sur la même période de temps. Le plus grand problème de la mitrailleuse MG42 était sa cadence élevée. Le plus gros défi reste le rythme. Peut-être aurait-il été préférable de calibrer la mitrailleuse pour qu'elle tire 1000 coups par minute. Des versions de mitrailleuses qui voulaient copier le paradigme des mitrailleuses d'infanterie allemandes, comme les MG60 ou les Fenn mitrailleuses d'appui général ou ultérieur, ont des cadences d'environ 600 coups par minute, montrant à quel point il était contre-productif d'avoir des mitrailleuses d'infanterie avec une telle cadence. Ne vous méprenez pas, l'AK-47 est une arme vraiment capable, bon marché, facile à produire et très efficace. Et c'est pour cela qu'elle a gagné sa place dans le monde. C'était une arme qui a été produite en grande quantité, et par conséquent, elle a été insérée dans la culture populaire de nombreux pays. Et c'est probablement le fusil d'assaut le plus reconnaissable de l'histoire. Les films et les œuvres de fiction ont tendance à exagérer beaucoup les capacités de cette arme, leur donnant des capacités irréelles dans le processus. Sa fiabilité en est un exemple. Elle est très bonne, mais les gens ont tendance à croire que la fiabilité de l'AK-47 est parfaite. Si vous regardez bien sous le canon de l'AK-47, vous verrez une tige. Vous verrez une tige. C'est une tige de nettoyage. L'AK-47 peut se bloquer avec de la boue, du sable ou n'importe quel type de saleté, et ces mécanismes peuvent également rouiller comme la plupart des fusils de son type. Comme toutes les armes, il nécessite un entretien constant pour pouvoir tirer efficacement. Ce qui est vraiment merveilleux avec l'AK-47, c'est que même dans des conditions déplorables, il peut tirer, bien qu'évidemment à des fins pratiques, une telle arme ne peut vraiment pas être utilisée. Une autre chose que je peux souligner à propos de l'AK-47, c'est que le AKM et ses dérivés ont toujours été partiellement inférieurs en capacité à leurs homologues américains, bien qu'ils aient toujours été considérablement moins chers à produire, et c'est là leur principal avantage, en plus d'avoir effectivement une fiabilité supérieure. Les Desert Eagle sont de très beaux pistolets. Nous les avons vus dans d'innombrables films et jeux vidéo comme une arme précise, fiable et bien sûr très mortelle. Et c'est le cas, mais c'est vraiment une arme pour l'usage récréatif. Malgré sa renommée, cette arme n'est utilisée par presque aucun type de force policière ou militaire dans le monde.
Seule une brigade de parachutistes polonaises et un groupe de forces spéciales portugais l'utilisent. Le Desert Eagle est une arme qui ne peut pas être utilisée de manière tactique car son calibre est trop élevé. Elle pèse presque 2 kg, ce qui en fait une arme trop lourde pour être utilisée avec agilité. Elle a une capacité de 7 cartouches lorsqu'elle est calibrée pour le 50 AE et son recul est trop élevé. Tirer rapidement avec cette arme est extrêmement difficile. Tout cela fait que l'Eagle n'est même pas envisagé pour être utilisé par une force policière ou militaire. Le marché de la Desert Eagle est le marché civil. Elle est généralement utilisée pour le tir à la cible et la chasse, bien que, comme dans les films, elle soit utilisée par des criminels en raison de son calibre impressionnant. Dans un affrontement entre 5 policiers entraînés avec des Glocks 17 et 5 criminels avec des Desert Eagle, les policiers gagneraient certainement en raison de tous les inconvénients précédemment mentionnés, donc les Desert Eagles sont vraiment des armes à avoir sur une étagère plutôt que pour être utilisées contre d'autres personnes. Les M16 et leurs dérivés ont toujours suscité beaucoup de controverses. Les films et les jeux vidéo nous présentent les M16 comme des armes vraiment fiables et précises, mais ces fusils laissaient certainement beaucoup à désirer. Par exemple, il est bien connu de la plupart des gens que les premières versions, comme la version de base M16 de la guerre du Vietnam, ont eu beaucoup de problèmes avec la saleté et étaient vraiment susceptibles de tomber en panne pendant les combats. Cependant, ces problèmes ont été rapidement résolus dans la version M16A1, mais ce que toutes les personnes ne connaissent pas, ce sont les problèmes qu'ils ont avec la surchauffe. Le M16 et ses dérivés directs utilisent un système de propulsion directe par gaz pour actionner l'arme. Cela signifie que bien qu'il utilise du gaz pour propulser les mécanismes après chaque tir, il n'utilise pas un piston comme le font la plupart des fusils de ce type. Cela le rend un peu moins cher et plus simple à nettoyer, mais cela fait que les gaz entrent dans le boîtier des mécanismes après chaque tir et dégradent plus rapidement les composants de l'arme, rendant l'arme beaucoup moins efficace et bien sûr moins résistante au feu soutenu. Nous avons résolu ce problème dans des fusils dérivés comme les HK416 fabriqués par Henkler-Koch, en ajoutant simplement un piston au système de gaz. Et ne vous méprenez pas, le M16 était une arme vraiment bonne, qui a mis l'armée des États-Unis sur la voie des fusils modernes, mais les M16 ont toujours été des fusils avec de nombreuses lacunes parfaitement solvables. Les UCI étaient des armes fantastiques. Le UCI a été le premier fusil tactique. Nous l'avons vu dans de nombreux films et jeux vidéo comme une arme vraiment mortelle, précise et fiable. Et mortelle elle est, mais beaucoup de gens ignorent que cette arme a beaucoup de cadences opérationnelles. Par exemple, c'est une arme qui fonctionne avec un système de recul simple. Le problème avec cela est qu'étant un sous-fusil avec peu de points de préhension et une cadence élevée, cela rend le sous-fusil quelque peu imprécis. De plus, ce sous-fusil fonctionne à verrou ouvert. Et comme le verrou reste en arrière lorsqu'il est armé, le boîtier de mécanisme est plus susceptible à l'entrée de sable et de saleté, donc dans des environnements adverses, il faut constamment nettoyer l'UCI. Ce qui est curieux car c'est une arme faite pour le désert. Cependant, cela a une raison d'être et c'est pour permettre à l'air d'entrer dans la chambre et de refroidir l'arme plus rapidement, la rendant un peu plus résistante au feu soutenu. Ces versions de taille standard sont relativement confortables et contrôlables si elles sont tenues correctement, avec la crosse étendue et avec les deux mains. Ce que nous voyons dans les films et qui est illogique, c'est que les personnages tirent avec les Uzi d'une main et le font de manière précise. Un Uzi est complètement incontrôlable avec une main en raison de sa cadence élevée et de son action de recul simple.